Bienvenue dans la review cinématographique épisode 3 des films cultes, des films d'auteur, des films indépendants, des blockbusters. Il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Cette semaine, je pense que il y a un film en particulier qu'on a vu, en tout cas tous les deux cette semaine en même temps, hein, qui est passé le même soir à la télévision. Et il y a un film aussi que mon cher Fabrice a vu de son côté, que moi j'avais vu auparavant. J'ai hâte de voir ce qui va en dire, de quoi il va en penser. Et donc du coup, comme la semaine dernière, c'est moi qui ai commencé à parler de mes films, etc., à parler des films que j'ai vus la semaine dernière, alors je propose que ce soit à toi de commencer. Alors j'ai hâte de voir, vraiment hâte de voir ce que tu as pu voir cette semaine. Alors seulement 4 films cette semaine et on commence donc avec celui, bon je crois que c'est celui-là dont tu parles qu'on a vu tous les deux, c'est La Folie des Grandeurs. Alors c'était assez particulier de revoir ce film parce que c'était des films de mon enfance en fait. Quand j'étais petit, bon c'est assez particulier mais je regardais vraiment ce film en boucle et en fait depuis mon enfance je l'avais pas revu donc j'appréhendais un peu ce nouveau, ce deuxième, plutôt ce revisionnage. Et en fait La Folie des Grandeurs, même avec le recul, alors je sais pas si mon avis sera très objectif parce que film de l'enfance, mais c'est quand même vachement bien, c'est extrêmement drôle, même aujourd'hui c'est toujours drôle. La bande son, malgré qu'elle soit signée par Michel Polnareff, est excellente. Le duo Yves Montand-Louis de Funès marche extrêmement bien. Et c'est entre le burlesque et la parodie du cinéma KPDP, de KPDP plutôt. Du coup, je trouve ce film extrêmement intéressant, même si je pense que mon avis vaut pas grand-chose parce que film de l'enfance, quoi. Par rapport à La Folie des Grandeurs, c'est la première fois que je le voyais en entier. Je l'avais vu, on va dire en diagonale deux fois auparavant, et je l'ai vu en entier lundi. Et je trouve que ça marche hyper bien, comme tu le disais, le, ce duo-là, Louis de Funès, Yves Montand, avec des vannes et même des répliques qui sont encore cultes aujourd'hui. Le Blaze, Monseigneur, ou encore Louis de Funès qui fait l'accent allemand. Je trouve ça assez insane et qui fait un petit peu beaucoup rire, hein, on peut le dire. Donc du coup, niveau objectivité, je te rejoins là-dessus. C'est pas énorme là. Ensuite, L'Armée des Ombres, donc de Jean-Pierre Melville, donc deuxième film que je vois de lui depuis le début du confinement, qui cette fois-ci va parler de la résistance et qui surtout cette fois-ci par rapport au dernier est en couleur. Et alors j'ai préféré celui-ci au deuxième souffle, tout simplement parce que je trouve qu'il a plus un... Déjà je trouve que la fin, comme tu l'as vu dans ma story d'hier, je trouve que c'est vraiment une chute que je ne vais pas te révéler mais qui est excellente. Et on va vraiment suivre le quotidien un peu compliqué, un peu banal parfois de ces résistants, qui vont pas être dépeints comme des héros, mais plutôt comme des gens normaux qui vont plutôt essayer de faire leur maximum pour faire le bien et pour sauver la majorité des gens, même si parfois il va falloir faire des sacrifices. Donc je trouve ce film extrêmement intéressant. D'ailleurs, petite anecdote, je m'en suis rendu compte cette semaine, mais tu ne savais pas qui était Jean-Pierre Melville? Eh bien en fait, si, tu le sais, parce que dans À bout de souffle, il y a une scène où il apparaît, et c'est une scène où je crois la Gene Seberg demande à un mec chauve qu'est-ce que vous voulez dans la vie ou un truc comme ça, et le mec chauve répond je voudrais mourir en étant immortel. Et ce mec qui répond ça, ce mec chauve, c'est lui Jean-Pierre Melville. Pour répondre, oui, je l'avais découvert quand j'avais cherché si Jean-Pierre Melville faisait partie de la nouvelle vague. Il ne faisait pas partie de la nouvelle vague, et donc du coup c'est à partir de ce moment-là que j'ai découvert que Jean-Pierre Melville faisait un caméo spécial dans À bout de souffle. Donc du coup ça me donne envie de voir le second souffle, le deuxième ou le second souffle, je me rappelle plus, et L'Armée des Ombres. Désolé, je dois m'absenter. Ensuite, Série noire d'Alain Corneau, polar avec dans le rôle principal Patrick Devers, qui alors, j'en attendais beaucoup, et alors j'ai pas été déçu, mais j'en attendais encore plus, mais le film est quand même très bien, et on va vraiment avoir un détournement des codes du film noir habituel, étant donné que ça va se passer dans une banlieue parisienne grise, triste, monotone, et avec au milieu un Patrick Devers complètement fou qui va plonger dans la folie, et qui va du coup créer un contraste avec cet environnement extrêmement triste, lui qui va un peu se débattre comme pour essayer de se sortir de ce quotidien morose. Donc voilà, il y a aussi un second rôle tenu par Bernard Blier qui apparaît peu mais qui est
toujours très bien joué. Donc série noire, pareil, c'est vachement bien. Et série noire, j'y ai pas trop prêté attention, mais pourquoi pas y jeter un œil. Et enfin, Rome ville ouverte, que j'ai vu hier, et je sais même pas quoi dire en fait. C'est pas génial, mais c'est pas mauvais. J'ai vraiment rien à dire sur ce film. C'est rare que je me retrouve comme ça, un peu con devant un film, mais je sais vraiment pas quoi dire, quoi. Je trouve y a rien à redire. En termes de mise en scène, bah, c'est du documentaire, c'est du néoréalisme, quoi. Les personnages sont parfois trop nombreux et du coup on s'attache vraiment à aucun d'eux. C'est assez plat. Vraiment, je sais pas quoi dire sur ce film. Autant, si tu n'as pas vu, bah, je te parlais, je crois, la semaine dernière de Sciuscia de Vittorio De Sica. C'est vachement mieux que Rome ville ouverte. Si t'as l'occasion de le voir. De Sica, je trouve, a un talent de narrateur et un talent pour raconter les histoires que n'a pas forcément Rossellini. Et Rome ville ouverte, bah voilà, je te rejoins là-dessus. J'adore le personnage d'Anna Magnani parce que je l'avais vu dans Mamma Roma de Pasolini. Je sais pas si tu vois le film ou quoi. Et j'aime bien cette actrice. En fait, le film, je l'ai pas trouvé insane non plus parce que par rapport au voleur de bicyclette, qui est un film aussi du néo-réalisme italien, je l'ai beaucoup plus aimé, beaucoup plus préféré à Rome ville ouverte. Malgré que dans Rome ville ouverte, il y a une scène qui m'a marqué quand même. C'est la scène où t'as le personnage d'Anna Magnani, je me rappelle plus son nom, qui court vers son mari dans la rue et tu ne t'y attends pas. Elle se fait tirer dessus, au sol, t'as son gamin qui pleure, etc. Enfin, cette scène m'a marqué. Mais à part ça, le film, il m'a pas... Comment? Il m'a pas plus marqué que ça, quoi. Qui c'est, Jules? C'est moi, Et vous? Jim. Jim et Jules, alors? Non, Jules et Jim. Jules et Jim, deux hommes, deux amis, bouleversés par la même femme. Alors c'est un petit peu ça va être un petit peu le même avis sur Pierrot le Fou, mais Jules et Jim... J'ai bien aimé la première heure. En fait, tu vois, tu découvres les personnages, tu découvres leur caractère, etc. Les liens qu'ils ont entre eux. Je sais pas si tu l'as vu, mais bon, je vais dire un petit peu. En fait, ça se passe pendant la Première Guerre mondiale. Et bien évidemment, tu as Jules ou Jim. Voilà, tu as Jim qui est français et tu as Jules qui est allemand. Voilà, ils vont s'affronter un petit peu, etc. J'ai fait un petit peu attention dans le film et voilà, t'as les deux personnages Jules et Jim qui sont parfois placés dans le film. Par exemple, Jules il est à gauche, Jim il est à droite. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. Mais la deuxième heure, t'as le personnage de je sais plus comment elle s'appelle, l'actrice. Bref, t'as ce personnage qui est coincé entre ces deux personnages qu'il aime. Tu sais pas qui elle choisit. Ça fait beaucoup. On dirait un tourniquet. On dirait un tourniquet parce que ça tourne en rond. La deuxième heure, elle tourne en rond. À la fois, elle peut aimer Jim. À la fois, elle peut aimer Jules. T'as Jim qui peut l'aimer. T'as Jules qui peut... Ça part un petit peu en tourniquet. Je me répète trop souvent, faut que j'enregistre mon vocabulaire. Et ça ennuie. Ouais, c'est longuet la fin, mais je reste quand même sur le fait que la première heure, elle est pas mal. Solide et insolite, beau comme tout. Pierrot le Fou! Alors Pierrot le Fou, je m'attendais à... J'en attendais un petit peu, hein, je vais pas te le cacher. J'aime bien le personnage de Belmondo. Alors je l'avais déjà vu dans À bout de souffle, hein. Je crois pas que niveau caractère, etc., le personnage ait changé. Mais tu vois, en tout cas, les personnages masculins dans la nouvelle vague, que ce soit dans Jules et Jim, Pierrot le Fou ou Adieu Philippines, c'est des personnages masculins qui vont, on va dire, partager leur histoire, leur aventure pendant le film avec un ou plusieurs personnages féminins. Tu vois, t'as Belmondo qui est avec une fille, sa maîtresse, qui parcourt un petit peu le monde, la France, en faisant un petit peu... c'est un peu longuet. Tu vois, c'est un petit peu comme Jules et Jim, c'est un petit peu longuet. Tu vois, t'as des moments hyper drôles, assez mémorables et drôles, tu vois, au moment où t'as la meuf qui fait « Pierrot le Fou, bah non, je m'appelle Ferdinand ». T'as des running gags comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, en fait, t'as des moments, on va dire, de comédie musicale, où que je trouve ça assez fou, mais ça marche bien. Donc du coup, j'ai quand même préféré, tu vois, Pierrot le Fou à Jules et Jim quand même. Une frégate. Ah, une frégate, c'est pas... Avec un toboggan? Ouais. Ah, On va claquer des bretelles. ah,
Et là, après avoir vu Jules et Jim, après avoir vu Pierrot le Fou, Adieu Philippines arrive, et tout compte fait, c'est le moins connu des trois, et tout compte fait, c'est celui que j'ai le plus préféré. T'as le personnage de Michel Lambert, c'est le nom du personnage qui est joué par l'acteur, hein. Michel Lambert, que je trouve vraiment trop bien. C'est un petit peu le genre de rôle que pouvait jouer Belmondo, un mec qui veut, on va dire, pécho, voilà, qui vit au jour le jour, quoi, qui a un petit peu la rage de vivre. Alors si tu vois pas le pitch, je te raconte vite fait, c'est Michel Lambert, c'est on va dire un mec qui s'occupe des caméras et de la circulation pendant des pubs de télévision, et qui va bientôt faire un service militaire en Algérie, et donc du coup profite de ces derniers jours en faisant un petit road trip sur les routes de Corse, accompagné de deux jeunes filles, Mathilde je crois, et Liliane, et on s'attache beaucoup à ces deux personnages féminins. T'as toujours dans les films de la nouvelle vague un fameux regard caméra, bah tu vois par exemple dans À bout de souffle, je sais pas si t'as vu À bout de souffle, je sais pas, bref à un moment t'as Belmondo qui fait un regard caméra en parlant au spectateur, en l'insultant même. Dans Pierrot le Fou, c'est pareil. Et bah là, dans Adieu Philippines, t'as carrément une des meufs qui fait un regard caméra, genre pour t'inciter à danser avec elle et tout. Enfin, j'ai préféré Adieu Philippines à Pierrot le Fou et à Jules et Jim. Peut-être pas aussi parce que je l'ai trouvé un peu plus drôle. C'est jusqu'où ils sont prêts à aller. J'ai d'abord vu jeudi Des Hommes sans loi, et alors là, c'est un petit coup de cœur, t'as Shia LaBeouf, t'as Tom Hardy, Tom Hardy le grand frère. Alors je sais pas si t'as vu le film, mais franchement, si tu veux un petit peu te divertir, en même temps t'amuser un petit peu, c'est Des Hommes sans loi, c'est pas mal, c'est pendant la prohibition. C'est les... comment ils s'appellent ? Je me rappelle plus. Mais bref, leur famille est assez réputée grâce à une légende. Donc du coup, ils sont un petit peu vénérés vite fait, hein, très très vite fait, comme des mecs qui sont invincibles. T'as un espèce de nazi avant l'heure qui veut les détruire. Enfin, c'est génial. C'est génial. Quand t'as des scènes de baston, c'est génial. Faut que tu le vois absolument. On a réussi, serre-moi la pince, vieux frère. Ouais. On aura réussi quand on sera arrivé. Et The Warriors, les guerriers de la nuit. Mon père m'avait fait le speech un petit peu, le pitch un petit peu du film. Je crois qu'il m'en avait déjà parlé quand on avait vu John Wick. Il m'avait parlé de The Raid et de The Warriors. Il m'avait dit, alors c'est des gangs de toute l'Amérique qui se rejoignent dans le Bronx je crois, hein, parce que t'as un mec qui les a tous réunis, le mec se fait tirer dessus, un gang qui a tiré sur le mec va accuser un autre gang pour se venger, et ce gang qui se fait accuser va se faire courser pendant 1h30 par tous les gangs qui étaient... présent lors de la cérémonie. Le scénario c'est ça c'est rien, mais tout se joue sur l'ambiance. Pendant qu'ils essayent de survivre, t'as une espèce de DJ sur radio uniquement pour les gangsters qui dit « Attention, le gang il est ici, alors dépêchez-vous de l'attraper ». Et tu vois, cette même DJ balance parfois des sons 80s, et tu vois, c'est ça qui donne de l'ambiance au film, et c'est ça qui le rend cool, c'est ça qui le rend bien. Et ouais, quand le film s'est fini, je me suis dit, merde, le film est fini. Trop vite. Mais sinon, pour revenir sur les films que t'as vus, alors j'en ai vu aucun, mais je les connaissais tous de nom, sauf Les Guerriers de la Nuit, c'est ça ? Voilà. Sinon, à part ça, je les connaissais tous. Jules et Jim, c'était pas dans mes priorités. Pierrot le Fou, ça devrait arriver sous peu, on va dire. Des Hommes sans loi, ça avait l'air plutôt cool, parce que j'aime bien les films de gangsters un peu comme ça. Du coup, si t'as pas vu Scarface, d'ailleurs, regarde Scarface, c'est génial. Et Adieu Philippines, j'en avais entendu parler, mais très brièvement, quoi. À chaque fois que je parle d'un film, j'essaie d'être le plus objectif possible, mais c'est compliqué.
Mais l'objectivité, de toute façon, je trouve que ça sert pas à grand chose, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que je trouve que le néoréalisme, sous couvert d'objectivisme, ça reste toujours subjectif parce qu'ils choisissent de montrer la misère sociale. Donc techniquement, même s'ils disent oui, dans la mise en scène, on met pas d'émotion, on fait pas transparaître directement notre point de vue, malgré les sujets et les personnages qu'ils décident d'aborder, il y a toujours un aspect subjectif, quoi. Du coup, l'objectivisme, c'est un peu un mythe, je trouve. Et c'est ainsi, sur ces belles paroles, que se termine cet épisode 3 de la review cinématographique. Merci d'avoir écouté cette review jusqu'à la fin. Merci d'être allé jusqu'au bout, ça fait énormément plaisir. La prochaine review cinématographique, l'épisode 4, arrive dans une semaine, tout simplement parce que entre chaque review cinématographique, il y a une semaine de timeline. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, je vous donne directement nos Instagram, et si vous n'avez pas le temps de suivre, je les mettrai de toute façon dans la description. Pour ma part, c'est polo-raxor, POLO-RAX0R, et pour mon ami Louis, d'ailleurs je le remercie d'être là dans cette review cinématographique parce que j'adore discuter de cinéma avec lui. Donc son Instagram c'est Louis-Perquin, LOUIS-PERQUIN. Encore merci d'avoir suivi jusque là, et puis sur ce, moi je vous dis bye tout le monde.